Salut Bissama, bonjour YouTube. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va revenir rapidement sur les résultats de WrestleMania et pourquoi je fais cette vidéo. Enfin, là, c'est plutôt un podcast, je devrais dire. Je fais cette vidéo pour revenir sur les pronostics que j'avais pu faire avec Tan. Et ce coup-ci, vu que l'audio était pas très bon à la première fois, là, je me suis assuré que l'audio sera bon et au moins que vous pourrez entendre Tan et on pourra donc parler un peu de tout ça. Bonsoir Tan. Et Salut. la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as eu l'occasion de regarder WrestleMania ou pas? Non, je n'ai pas eu le temps de regarder WrestleMania, mais je pense peut-être essayer de le regarder ou au moins d'écouter les rapports de Stury et autres, Ouais, c'est ouais. ça le catch et compagnie. Enfin, c'est ça le catch, c'est Stury, pardon, et Catch Club. Ouais. Regarder ça, écouter ça au moins demain, quoi. Ok, pas de souci. Donc, donc là, je viens vraiment en pure découverte, dirons-nous. Ok, bon, de toute façon, c'est pas les résultats qui comptent, c'est l'histoire qui est racontée, vu que ça fait partie de quelque chose que je vais un peu raconter. On va directement attaquer. On va commencer donc par la nuit 1, donc samedi Ouais. soir. Euh, alors, je vais vous présenter les matchs dans l'ordre dans lesquels ils sont apparus dans la carte. Et comme vous pouvez le voir, le premier match de la première soirée, c'était le Women's World Championship match, un singles match, donc Rhea Ripley contre Becky Lynch. C'est un match qui a duré 17 minutes 5 et c'est Rhea Ripley qui l'a emporté. Donc, une première prédiction correcte pour Tan. Alors, c'était une bonne ouverture. Mhm. Même si elle n'était pas exceptionnelle, parce que Becky avait pas l'air complètement dans le match. Oh. Et si j'ai bien compris, elle était malade quand elle a fait ce match. Putain, tenir 17 minutes alors que t'es malade face à un monstre comme Replay, ouais. Voilà, elle avait de la fièvre et tout ça. Sachant que y a un mème qui a couru parce que effectivement Michael Cole n'a cessé de le répéter, qu'il faisait assez froid ce soir-là à Philadelphie, Ouais. puisqu'il parlait de 40 degrés, 42 40 degrés Fahrenheit. Fahrenheit, ouais. Donc ça fait dans les... alors je sais pas, je crois que ça fait 8, 12, 10, 12 degrés. Je mettrai à l'écran la vraie conversion, je l'ai fait de tête là, comme ça au pif. Ouais. Mais ouais, donc imaginez des catcheurs qui sont dans un stade ouvert. Attention, c'est un stade ouvert. Et donc, vous avez des catcheurs qui sont pas très habillés et qui doivent faire leur match dans ces conditions-là. Donc ouais, c'était quelque chose de très difficile. Mhm. La preuve, c'est que ceux qui étaient aux commentaires et qui bougeaient pas, donc Michael Cole et toute l'équipe de commentateurs, ils étaient un peu plus chaudement habillés que juste en costard, enfin en veste et Mhm. habituellement. Donc voilà, donc c'est un facteur qui compte pour cette première nuit, fait que à chaque fois les catcheurs et les catcheuses qui vont rentrer dans le ring, sont un peu, on va avoir du mal à démarrer à chaque fois. Là en plus, bon, elle était malade, donc ça reste un bon ouvreur, ça reste un bon match. Il y a vraiment Mhm. une belle différence de style entre les deux, donc c'était vraiment très sympa à voir. Moi j'ai vraiment apprécié et c'était vraiment une bonne mise en condition, une bonne mise en bouche, on va dire, pour démarrer la soirée. Oui, clairement, Becky Lynch, Rhea, ça ferait aussi un très bon main event, hein, mais Ouais, mais il effectivement, y avait bon, beaucoup plus gros à ce oui, WrestleMania. logique, Voilà. logique. Donc, on va passer au deuxième match, donc qui était le match par équipe pour le titre qui était à ce moment-là undisputed. Donc, c'était le titre par équipe pour Raw et pour SmackDown ensemble. Mhm. Ils ont été mis tous les deux paires ont été mis en jeu et les paires devaient être décrochés séparément. Et donc, comme on avait fait la prédiction, on avait Ouais. fait une prédiction dans le sens où qu'est-ce qui se passe si il y a une équipe qui arrive à décrocher les deux et qu'est-ce qui se passe si on a deux équipes, enfin si on sépare les ceintures. Mhm. Et le cas qui est arrivé, bien sûr, c'est que les ceintures ont été séparées, sans surprise, parce que sinon ils n'auraient pas fait cette stipulation-là. Et
bravo Tan, puisque je dois dire que tu as réussi un sans faute sur ce pronostic, puisque les deux équipes qui ont sorti les ceintures, c'est en premier Austin Theory et Grayson Waller, et après 17 minutes et 25 secondes, c'est l'équipe de Awesome Truth qui a pris la ceinture de Raw. C'était un match comme je m'y attendais, un gros bordel. Il y a eu de sacrés spots, surtout Tommaso Ciampa qui nous a fait un spot monstrueux du haut de l'échelle. Enfin bon, il y a eu 2-3 spots qui étaient vraiment impressionnants. Quand tu vois le roster présenté, enfin les équipes présentées, ça m'étonne pas. Quand tu vois l'équipe Pete Dunne, Tyler Bate, faut pas croire, mais eux aussi ils peuvent faire de sacrés bumps aussi. C'était un bon match qui était donc d'un style complètement différent. Et c'était très sympa. Les catcheurs, en plus de devoir se battre un peu donc dans le froid, eux là, ils ont eu des problèmes avec le matériel parce qu'il y a certaines échelles qui étaient quand même bien endommagées. Et je me rappelle d'une séquence où je crois que c'était... enfin, je sais plus qui c'était qui a monté à l'échelle, mais quand il a monté dessus, l'échelle, elle a violemment tangué, donc elle était sur le point de se casser la gueule parce qu'elle était pliée en partie. Et il y en a une autre où il y a une arbitre qui a essayé de retenir Damian Priest de monter à l'échelle parce que elle avait un pied complètement plié. Donc, d'accord. Ouais, c'était la guerre. C'était vraiment la guerre et il y a eu de sacrés spots. Donc voilà. D'accord. On va passer au troisième match. Et donc c'était de nouveau du tag team, mais ce coup-ci seulement 2 équipes. Alors il y a eu un changement de participants au SmackDown, juste avant WrestleMania. Dragon Lee a été remplacé par Andrade. Donc on a eu l'équipe de Rey Mysterio et Andrade contre Dominic Mysterio et Santos Escobar. Et au bout de 11 minutes 50, c'est bien Rey Mysterio et Andrade qui ont gagné. Ils ont fait un très bon match. Il était suffisamment rapide et suffisamment différent du match par équipe qu'on a eu juste avant, qui était un match un peu hardcore. Là, on a eu de la lucha et des choses assez sympatoches, avec un rythme un peu plus élevé, un peu plus rapide. Et c'était vraiment un spectacle sympa, même si la rivalité et l'histoire qui était derrière ce match n'était pas le truc le plus... dans lequel moi j'étais le plus impliqué. C'était vraiment un match correct. Et... même si je pense c'est peut-être le match qui est un peu dans le ventre mou de la carte, ça reste un bon match et on aurait eu ça dans un autre pay-per-view, il aurait été considéré comme un très bon match. Donc voilà, je vais passer à la suite. Le match... Alors là, c'est le match cinéma. Le match Jimmy contre Jey Uso, il a duré 11 minutes 50 et c'était pas du catch. C'était vraiment du cinéma. Les deux gars ont... Alors je sais pas ce qui s'est passé. Mais ça a été la foire au super kick. Je m'attendais un peu que des mecs qui se sont entraînés, qui ont bossé ensemble pendant tant d'années, avaient une chimie et allaient nous faire un match un peu sympa. Et en fait, non. Ils ont fait... comme dit, ils se sont échangés des super kicks pendant bien 5 minutes. Et l'objectif de ce match, comme dit, c'était vraiment le match cinéma, parce que le but, c'était vraiment de raconter une histoire. L'histoire a bien été racontée, c'est ce qui rend le match intéressant. Mais si vous voulez regarder WrestleMania pour du catch, et voir du catch, c'est pas ce match-là que vous allez regarder. Ce match-là, vous allez le regarder pour l'histoire et pour ce qu'elle prépare. Parce que je pense pas que ce soit fini non plus. Et donc, c'est... Ça m'étonnerait qu'il soit fini entre eux. Et bon, c'est comme Dominique et Rey Mysterio, ce sera jamais vraiment fini. Et donc là, c'est Jey Uso qui a gagné. Donc de nouveau, les Faces qui ont gagné.
Et voilà, 11 minutes 5, ça a duré un peu long, c'était un peu long à mon goût, pour ce que c'était. Mais, pareil, la première nuit a duré 4h15. Donc, ouais, ouais, c'était très très long. Mais en fait, ce qui est long, c'est les entrées, les vignettes de rappel, des feuds. Les matchs en eux-mêmes sont généralement suffisamment courts, sauf le dernier match. Mais je vérifie. Mais c'était vraiment, comme dit, quoi. C'était du cinéma, c'était une histoire. On sent que c'est la fondation pour quelque chose qui va arriver après. Avant de passer à la suite, je vais juste vérifier un truc. Ouais, c'est bon. Et donc, on va passer au match suivant. Ouais. Et là, on arrive au match par équipe féminin. Alors, les titres n'étaient pas en jeu parce que c'était un match à 6, 3 contre 3. On avait Jade Cargill, Bianca Belair et Naomi contre Damage Control. Et sans surprise, ce sont les Faces qui ont gagné, rien qu'à cause de Jade Cargill. Le match était correct. C'était une présentation en fait. C'était vraiment rien d'autre qu'un match d'intro pour Jade Cargill. On a commencé avec une grosse séquence, je crois que c'était pour Naomi. Puis ensuite, on a eu une grosse séquence pour Bianca Belair. Et puis à la fin, on a eu un gros shine, une grosse séquence sur Jade Cargill qui a fini le match. Bien sûr, entre chacune de ces séquences, Damage Control reprenait l'avantage et c'était un match par équipe tout à fait correct, il n'y a pas à discuter. Le match, il a duré 8 minutes 5, c'était suffisamment long pour ce que c'était. Et ouais, c'était clairement un match de démo. C'était le premier vrai match de Jade Cargill depuis son arrivée à la WWE au Royal Rumble. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, c'était son premier vrai match. On verra ce qu'elle donne en singles. Mais ouais, voilà, c'était une bonne entrée et effectivement, je l'avais jamais vue parce que je regardais pas AEW. Elle est vraiment impressionnante, aussi bien physiquement que techniquement. Et waouh, elle a une entrée, vraiment vraiment classe quoi. C'est vraiment, tu sens la star quoi. Clairement. Et Cargill au niveau prouesse physique. Ah oui. C'est l'équivalent d'une Bianca Belair. Hein. Peut-être voire même plus. Voire plus, parce que franchement, elle a soulevé. Alors je sais plus si c'était Dakota Kai ou Asuka, je sais plus laquelle des deux. Mais enfin, elle les a levées, mais c'était des poupées de chiffon en face, quoi. Elle se faisait manipuler. C'était impressionnant, quoi, de ce côté-là. Voilà. Alors, c'est sûr, elle impose pas elle n'a pas la force d'une Awesome Kong, mais on n'est pas loin quand même. C'est vraiment, et puis elle est dans une forme impressionnante, quoi. Donc ouais, c'est une body, hein. Ouais, une bodybuildeuse, elle est vraiment. C'est une fitness, je sais pas. Non, elle est plus que fitness. Il y a un peu de bodybuilding là-dedans et c'est vraiment impressionnant. Donc ouais, voilà. Non, et Jade Cargill, ouais, c'est bourrin. Ouais, c'est très sympa. Ouais. Donc je suis curieux de voir ce qu'elle va donner dans ses prochains matchs et puis voilà. Passons à la suite. On arrive. Alors, pour moi, c'était le match de la soirée. Au niveau technique et parce que bon, au niveau histoire il n'y a pas à discuter, c'est le main event, mais vraiment ce singles match entre Gunther et Sami Zayn, c'était vraiment un très bon combat. Sami Zayn, il nous a sorti des dingueries un peu, il a sorti 2-3 trucs qui étaient pour rappeler un peu son époque dans les indies en tant que El Generico, puisqu'il a sorti son vieux finisher, le Brainbuster, sur le coin du ring. Le Blue Thunder Bomb ? Non, un Brainbuster, donc sur le coin rembourré, sur le troisième turnbuckle. C'est quelque chose d'impressionnant. Gunther, il l'a sacrément bien pris. Donc ouais, c'était sympa. J'ai aussi vu Gunther sauter de la troisième corde 2 fois. Ça donne des choses un peu impressionnantes.
Il a pas fait trembler le ring, lui? Non, non, non. Mais ouais, enfin bon, moi j'ai toujours apprécié Gunther et puis ben ça a pas changé. Malheureusement, il a perdu, donc son règne s'arrête au 666e jour, d'après ce que je me rappelle. On a tué le diable, c'est bon. C'est ça, ouais. Sami Zayn a tué le diable et puis ben c'est un peu normal puisqu'ils avaient un peu monté Sami Zayn un peu comme un rookie. Et ben, là, il était face à son... Alors, les commentateurs, dans leur inculture, ont parlé de Rocky 4, parce que, mon Dieu, Gunther, c'est un Allemand. C'est un Alors, russe à la base, oui, mais voilà, dans... oui, voilà. Mais pour moi, on était plus proche de Rocky 3, avec Clubber Lang, Mr. T, qui a massacré Rocky et c'est Rocky qui se bat contre lui-même pour avoir la niaque et pouvoir se battre contre ses démons et puis battre son adversaire. Et là, c'est pareil. Et franchement, l'histoire qui a été racontée dans ce match, rien que l'entrée de Sami Zayn quand il cause avec son gamin dans les coulisses, et puis gros plan séquence jusqu'à l'arrivée sur le ring. Ouais, ça c'était vraiment classe, et il y a aussi une autre petite séquence émotion avec Sami Zayn qui se fait arrêter dans la gorilla position par Kevin Owens pour lui dire vas-y pète tout. C'était très sympa. Et donc ouais, c'était une très belle histoire. Le fighting spirit de Zayn était complètement dingue. Et Alors, ouais, c'est un match à regarder. C'est vraiment. moi j'ai une question de coup de conne, hein. Ouais. C'est parce que bon, c'était We Want Gable. Ben Gable, il a fait une petite promo avant l'entrée de Zayn pour lui dire bah c'est ton moment, je te le laisse. Donc il n'était pas du tout là. Ah putain. Mais je me demande ce qu'ils vont en faire parce que juste ce que moi je vois, c'est peut-être rapidement un turn de Gable pour qu'il soit un des premiers concurrents possibles de Zayn, je pense. Ou bien dire je te laisse la ceinture, mais maintenant que tu l'as, on s'affronte. Je t'ai Ou pas comme spécialement ça, ouais. vu. Mais alors, il faut quand même un heal parce que Zayn c'est le babyface ultime. Tu peux pas le turn, Sami Zayn, pas après ce qu'il vient de faire, pas tout de suite en tout cas. Donc, Ouais. il faut que Gable turn si tu veux faire ça. Mais Ouais, mais turn Gable actuellement, tu c'est peux pas. Il est non, trop. c'est facile, c'est facile de turn Gable. Tu tu peux pas le faire tout de suite, on est bien d'accord, mais ça se prépare et pour d'ici 2-3 pay-per-view, tu peux l'avoir, c'est pas un problème. Faut juste prendre le temps de l'écrire. Je pense pas que ce soit très compliqué. Mais bon, voilà. En tout cas, pour moi, ça, c'était le match de catch de la soirée et c'était vraiment très très sympa à voir. Le... Moi, je m'attendais à ce que ce match-là et le Rhea Ripley Ouais. Becky soient vraiment les deux gros matchs de catch de la soirée. Bon, vu que Becky était malade, c'était un peu compliqué. Donc voilà, mais ouais, non, pour moi, ça c'était le match de catch de la soirée. Et maintenant, on en arrive au main event, Ouais. au tag match. Rollins et Rhodes contre Reigns et The Rock. Et sans surprise, hein, c'est Roman Reigns et The Rock qui ont gagné. Parce que ben, c'était logique dans l'histoire à raconter, comme dit. Hein, ça permet de raconter une meilleure histoire, ça permet de faire des folies. Ça promet aussi donc un match derrière, puisque ça veut dire que le match Roman Reigns, Cody Rhodes de la nuit 2 sera en ce qu'ils appellent Bloodline Rules. Donc ça veut dire que en gros c'est un no DQ, no count out et encore tout ce qu'on veut. Enfin bref, c'est un match où on peut faire à peu près tout ce qu'on veut et ça n'aura pas de répercussions. Le seul truc qui leur permettra de gagner, qui permettra à Cody Rhodes de gagner, c'est une soumission ou un tombé dans le ring. Voilà. D'accord. C'était une bonne histoire, bien racontée. Seth Rollins, il a passé le match qui a quand même duré 44 minutes
à se faire démolir la gueule. Quelque chose d'assez impressionnant. Je retiens aussi à un moment un coup de ceinture que The Rock a porté à Cody Rhodes qui a sacrément bien claqué. C'était vraiment, vraiment impressionnant. Et ouais, la fin était... Enfin, le résultat était prévisible, comment ils y arrivent un peu moins, mais le match était sympa. On s'est pas ennuyé pendant ces presque 45 minutes, et même si The Rock était forcément un peu rouillé, le mec, il a tenu les 45 minutes, et il n'a pas explosé en vol. Donc le mec a une cardio de fou furieux et il a dû s'entraîner comme un dingue pour arriver dans cette condition physique, mais en tout cas c'était vraiment impressionnant de ce côté-là. Faut lui laisser ça, voilà, faut lui laisser la performance physique. Je suis toujours, malgré tout, malgré le fait que c'était un tel performeur dans ce match qu'il avait rien à foutre dans ce match. Mais bon, voilà, ils l'ont mis. Moi, je pense qu'il n'était pas nécessaire. Je comprends que le but de ce match, c'était pas pour les fans de catch, c'était pour attirer Monsieur Tout le Monde. Et dans ce sens-là, ça a bien marché. Donc voilà. Mais ce match-là, ouais, c'est pas un match pour les fans de catch, mais pareil, c'est une bonne histoire, c'est bien écrit, et c'était vraiment sympa à regarder. Malgré tout, on reste impliqué dans l'histoire, et c'était vraiment très sympa. Donc voilà, donc dans l'ensemble, une première nuit qui était bonne, même très bonne. On aurait juste eu ça aurait été déjà un très bon pay-per-view. Mais en plus, faut pas oublier que là, on n'est qu'à la moitié. On n'est qu'à la fin de la nuit 1. Il y a encore une nuit 2 qui arrive. D'ailleurs, avant de passer à la nuit 2, faisons juste un petit retour sur nos scores, entre guillemets, de prédiction. Donc, moi, j'ai eu que 3 prédictions correctes sur 8. Toi, Tan, t'as réussi à en avoir 6 sur 8. Donc, t'as fait quasiment un sans faute pour la première soirée. Bravo. Merci. Et puis, ben voilà, on va pouvoir passer à la nuit 2. Et c'est là où il s'est passé des choses vraiment notable et on va vite en parler. Donc on va passer tout de suite sur le premier match de la nuit 2 qui pareil est un match pour une ceinture puisque c'est le singles match de Drew McIntyre contre Seth Rollins. C'est un match qui a duré 10 minutes 30 et sans surprise avec la victoire de Drew McIntyre. Donc malgré le fait que Seth Rollins il se soit fait désosser au main event de la nuit 1, il a quand même réussi à tenir 10 minutes dans un match et à faire des choses très sympas. Mais ouais, Drew McIntyre, il est juste au-dessus, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et ça aurait annoncé du très bon pour un champion Drew McIntyre, si ce n'est que le Money in the Bank a été cash-in, et donc que après une intervention de CM Punk, qui était au commentaire pour ce match, a affaibli Drew McIntyre, qui a encore en plus été sonné par un coup de la mallette, et au final, donc, et maintenant j'ai un blanc. Damien Priest. C'est Damien Priest, merci, qui est le porteur du World Heavyweight Championship. Donc en fait, Drew McIntyre, il a dû porter le titre quelque chose comme 5 minutes, pas beaucoup plus, avant de se le faire voler. En tout cas, Drew McIntyre, le feud Drew McIntyre CM Punk après ce vol de ceinture, il va être violent. Il est assuré et ça va être une boucherie. J'espère que CM Punk arrivera à être en forme pour Clash at the Castle, parce que j'espère qu'on aura ce match à Clash at the Castle. Ce serait juste merveilleux pour Drew McIntyre. Ah, tu m'étonnes. Voilà, donc passons à la suite. Le Six-Man Tag Team Match Philadelphia Street Fight. Donc c'était un match hardcore à 3 contre 3. Avec Bobby Lashley et les Street Profits contre Final Testament.
avec une belle surprise, puisque Bubba Ray Dudley, donc un tiers des Dudley Boys, s'est retrouvé être arbitre pour ce match. Et bien sûr, ça a été une pop monstrueuse, on s'en se doute, et c'était vraiment une surprise très sympa. Bien sûr, il n'a pas pu s'empêcher d'avoir une certaine influence sur le match, dans le sens où forcément à un moment les tables sont sorties. Ouais, d'accord. Ouais. Et il y a les signatures move des Dudley Boys qui sont sortis. Bref, c'était un moment feel good qui a fini avec la victoire des Face sur les heels, sans surprise non plus, en 8 minutes 35 pour un gros match hardcore comme ça. Pareil, il y a eu de sacrés spots et Akam et Rezar, ils ont pu mettre des coups de taré avec des kendo sticks. Ils ont dû se faire plaisir. Ah, ça a été un match très 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 violent. Et du coup, Karrion Kross, juste pour savoir, comment il était, lui? Le truc, c'est que j'ai vu ce match. J'ai vu la deuxième nuit de WrestleMania hier. Et malgré... Non, pas qu'est-ce que je dis. Si, hier, oui, pardon. Et déjà, ce match, je m'en rappelle plus. Donc, j'aurais... Ah ouais, d'accord. Oui, non, c'est vraiment le match, pareil, c'est le ventre mou, là. C'est le match qui est là pour... alors, c'est bien qu'il y ait eu un match hardcore. Mais ouais, c'était pas il n'y a rien que j'ai retenu à part les kendo sticks qui explosent tellement ils se mettent des lattes dedans, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ensuite, pareil, le match de la soirée, LA Knight contre AJ Styles. Sans surprise, c'est LA Knight qui a gagné. Et en 12 minutes 25. Et ouais, c'était... Ouais. Ouais, c'était un bon match. C'était un très très bon match. Et j'ai vraiment apprécié ce qu'ils ont fait tous les deux. Pareil, quoi. Ils ont vraiment réussi à faire un super show tous les deux. Et même si c'est pas la première fois... Je crois que c'est pas la première fois qu'ils avaient fait ce match. Mais j'espère qu'il pourra encore en refaire un, ce serait pas gênant, quoi. Parce que c'est vraiment un bon match, c'est vraiment sympa. Et ouais, LA Knight vainqueur, sans surprise. Voilà. Pareil, mon but c'est pas de faire un récap, hein, c'est simplement de vous dire. Pour moi, ça c'était un des matchs à voir de la soirée. C'était vraiment très sympa. C'est vraiment un match que toi t'as kiffé, quoi. Ouais, c'était ça. Bah là en fait les deux matchs qui se suivent là, puisque ensuite on passe sur le match pour le championnat des États-Unis, un match triple threat entre Kevin Owens, Logan Paul le champion et Randy Orton. Sans surprise, c'est Logan Paul qui a gagné. Logique. Et ce match il a duré 17 minutes 40 et j'ai pas vu le temps passer. Wow. C'est un très bon match. Kevin Owens et Randy Orton, ils démarrent le match alliés. Forcément, ça ne dure pas puisqu'on est dans un triple threat. Ça ne peut pas durer. Il y a eu 2-3 très 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 bons moments. Il y a aussi un feature de nouveau d'un ami de Logan Paul, un streamer. Je crois que c'était iShow Speed. Mais ouais, pareil, il y a des bons spots, il y a du bon catch. Logan Paul, il fait quelques dingueries. Kevin Owens, c'est le gars qui a vraiment travaillé comme un fou sur ce match. Après, je suis partial parce que Kevin Owens fait partie des catcheurs que j'apprécie vraiment. Randy Orton a fait toujours du très bon boulot. Même si là, c'était une impression que j'avais eue, mais qui a été confirmée dans ce que j'ai écouté. En fait, Randy Orton dans le match, il ne prend rien. Les seuls moments où il a le dos sur le ring et sur le tablier du ring,
c'est quand il se laisse tomber pour des DDT. Il a jamais pris un bump de la soirée. Oh, mais c'est qu'il est fragile quand même parce que il était sorti. Ouais, je sais pas si c'était pour le protéger parce qu'il faut garder Randy Orton fort ou si c'est parce qu'il a un problème physiquement. Donc je sais pas. Je vais pas douter. Mais en tout cas, au final, Logan Paul, il en sort comme étant un mec qui a réussi à voler la victoire d'une bien belle manière. Son Frog Splash Carpe à la fin, il était magnifique. Il rappelle un peu le Frog Splash, enfin le Frog Splash Carpe justement de Randy Orton il y a quelques années. Il était vraiment sympa. Et ouais, Kevin Owens, Randy Orton, ils font du bon travail et ce serait marrant de les voir faire équipe parce que ils peuvent faire quelque chose de sympa aussi, je pense. Mais ils vont rester en single, mais avoir une équipe RKO, littéralement. Ah, franchement, ça serait bon. Ça pourrait, bien marrant. Ça pourrait être rigolo, un petit run à un moment. Ouais, enfin bon, voilà. À un moment, t'avais aussi les RK Bro. Ouais. Enfin bon, voilà, il y a plein de possibilités, donc... Mais ouais, Logan Paul, je pense qu'il va être champion encore un petit moment, même si ça va peut-être pas être un run hyper long à la Gunther, mais si c'est... Je sais pas combien de jours il en est actuellement, là, mais il peut continuer pour le moment sans trop de soucis. Si j'ai bien compris, il a même signé récemment un contrat où il est prévu qu'il fasse plus de dates, donc qu'il soit plus souvent présent. Donc voilà, c'est un part-timer qui est en train de devenir un full-timer, Logan Paul, et c'est vraiment appréciable et c'est vraiment agréable à le voir dans le ring, donc moi j'aime beaucoup. Il a quelque chose. C'est rare de voir une célébrité. Une célébrité, aussi bon micro et aussi bon dans le ring. Donc, ouais. Et être aussi bon heel. À mon avis, s'il travaille vraiment sérieusement, s'il travaille fort, et il a l'air, c'est un gars qui pourrait, d'ici 5 ans, faire de grandes choses dans la WWE, je pense. Bah, en fait, pour moi, Logan Paul, je vais le comparer un peu à Brock Lesnar. Attention à ce que tu dis. Non, mais attends. Attention. Attention. Ce que je veux dire, Brock Lesnar, c'est le mec, c'est un catcheur. Et il a fait quand même. Il a réussi à percer et à être légit dans du MMA. Ouais, alors que Logan Paul, lui, a déjà fait de la boxe, je crois. Lui, il avait fait de la boxe. Et ce qui est vachement avant, c'est que Logan Paul, lui, il avait été boxeur. Il était surtout. Tu le voyais plus actuellement comme une célébrité. Mm-hmm. Et là, tu vois que dans le ring. Ah oui, c'est un performeur. Il est vraiment legit. Ouais, il est bon, hein, il est bon. Parce que c'est rare. Moi, je vois les rares matchs quand tu avais des célébrités à WrestleMania. Où je sais plus, je crois qu'il y a déjà dû avoir d'autres pay-per-view. Je pensais notamment. Généralement, quand. Oui, vas-y. Quand il y a quelques années, moi j'ai pensé au match entre Cody Rhodes et Stéphane Amell, oui. Et voilà, Stephen Amell. Alors, ouais, quand tu fais venir des stars de cinéma dans un match, c'est un peu différent. Mais je me souviens d'un Floyd Mayweather Big Show. Voilà quoi. Il y a aussi eu ça. Alors ça, c'était pas un WrestleMania par contre. C'était un autre pay-per-view, mais c'était pas un WrestleMania. En parlant un aussi, où là on parle de célébrité, mais vraiment un chanteur de rap, c'est Vilain Lapin, Bad Bunny. Bad Bunny, ouais. Qui a fait des choses assez dingues quoi. Mm-hmm. Ouais. Pour ce qu'il est, c'est avec Damien Priest, voilà quoi. Il a fait des choses surprenantes. Mais là, franchement, Logan Paul, c'est vraiment le pompon, c'est vraiment le summum. Ouais, c'est vraiment un total package et je pense, comme dit, s'il se fait pas débaucher quelque part ailleurs, il va, s'il continue de bosser, je pense qu'il va au-devant de grandes choses, en tout cas. Voilà. Bah déjà là de se retrouver, il se fait un WrestleMania, il se retrouve avec Randy Orton et... Ah oui, c'est... Randy Orton et Kevin Owens en partenaire.
Ouais, On peut pas parler d'adversaire, mais vraiment de partenaire. Là, c'était une masterclass. Il était dans une masterclass et c'était vraiment sympa. Mais bon, passons à la suite. Passons au Women's Championship match qui était Io Sky contre Bayley. Sans surprise, c'est Bayley qui gagne, vu l'histoire. On est bien d'accord. Donc... C'était pas l'histoire la mieux écrite de cette route de WrestleMania. Ça a permis en tout cas de faire revenir Bayley face avec un turn organique. Qui était Alors j'ai une question très importante. Oui. Est-ce que le public a chanté? Ah, il a pas arrêté. Chanté la fameuse chanson My Girl. Oui, ils l'ont chanté souvent. Parce que, pareil, Bayley Fighting Spirit à mort. Et à chaque fois que Io Sky commençait vraiment à bien prendre la main, le public recommençait à chanter. Et c'est vrai, le public de Philadelphie était vraiment impressionnant, quoi. Sur ces deux WrestleMania, ils ont vraiment réussi à faire des trucs très sympas, quoi, et à mettre beaucoup d'ambiance. Si jamais ceux qui écoutent ce podcast, on va dire, si vous avez l'occasion... Si vous faites partie de ceux qui avaient la chance et l'argent d'avoir pu se payer des places pour le WrestleMania Backlash à Lyon qui arrive dans quelques semaines, si vous êtes là-bas et que vous avez l'occasion de le voir, s'il vous plaît, faites du bruit là-bas. Mettez de l'ambiance. Parce que c'est vraiment ça le premier marqueur pour que la WWE revienne... Non, c'est pas vrai. Le premier marqueur, c'est qu'ils arrivent à vendre toutes les places. Mais le deuxième marqueur, c'est si le public est vraiment engagé, c'est là qu'ils auront plus de chances de revenir et plus souvent. En tout cas, c'est parce que j'aimerais bien que la WWE revienne plus souvent en France. Parce que c'est vraiment cool de pouvoir voir ce catch-là chez nous, quoi. Alors bon, là, cette année, il est à Lyon, donc c'est un peu compliqué pour nous deux qui sommes du côté de Strasbourg. Mais à une époque, ils venaient pour des house shows à Strasbourg, par exemple. Ah ouais? Ça, je savais pas. Ils avaient, je crois, deux années de suite, ils avaient fait un house show à Strasbourg au Zénith. Ah ouais, d'accord. Mais bon, c'était des house shows, quoi. C'était même pas des enregistrements pour un truc télé, c'était juste des house shows. Mais c'était très cool. Et donc voilà. J'espère que... Rien que pour ça, si on pourrait avoir des house shows, en plus un pay-per-view, c'est magnifique, mais si on pouvait avoir quelques dates en France dans l'année, ce serait vraiment cool, quoi. Donc, voilà. Mais... C'est clair. Donc, Bayley championne, sans surprise non plus. Mais un bon match, une bonne histoire, et un moment feel good. Et en parlant de moment feel good, on arrive sur le main event. Pour le champion, la ceinture Undisputed, le titre universel, tenu par Roman Reigns depuis beaucoup trop longtemps. Et effectivement, c'est enfin Cody Rhodes qui l'emporte. Alors, il y a eu beaucoup d'overbooking à la fin du match. On va en parler juste à la slide suivante. Mais... c'était vraiment un match, pareil, 33 minutes. Donc, Cody Rhodes et Roman Reigns, en 2 soirs, ils nous ont fait 1h15, 1h20 de match. Voilà. Ah ouais, c'est... 45 minutes et 33 minutes. Donc voilà. Digne d'un Ironman match. Voilà, bon, en 2 fois, mais quand même respect, quoi. Respect, messieurs. Mais vas-y, pour récupérer le temps, pour récupérer ça. Sachant que le lendemain, donc la nuit où on enregistre là, il y a... Enfin non, c'était hier soir. Non, c'était cette nuit, il y avait un Raw. Non, c'était la nuit précédente, pardon. Donc ils ont fait 3 soirs d'affilée. Alors je pense pas que le lendemain, ils aient eu un match. Ils auront juste eu des vignettes, enfin ils auront juste eu des segments au micro, je pense. Parce que j'ai pas eu l'occasion de voir ce Raw après WrestleMania. Mais généralement, il y a des grosses dingueries qui s'y passent aussi, parce que c'est le début d'une nouvelle saison, puisque WrestleMania, c'est le show pour clore la saison en cours. Et en parlant de clôture, ça a clos plus qu'une saison, puisque
Ils ont aussi dit, et ça a été un peu un leitmotiv pendant ces 2 nuits, c'est la fin d'une ère, et c'est vraiment la fin d'une ère, puisque maintenant c'est Cody Rhodes qui est le visage de la compagnie, et on va voir ce que ça va donner. À l'écriture, le visage de la compagnie maintenant c'est Triple H. La WWE fait tout ce qu'elle peut pour effacer Vince McMahon et Brock Lesnar. Et probablement aussi les autres qui trouveront impliqués dans tous les procès qui sont en train de leur tomber dessus, et à juste titre, si ce dont ils sont accusés est vrai. Mm-hmm. Mais ouais, on a la nouvelle ère qui arrive, l'ère Triple H, comme ils veulent l'appeler. Ça va être une ère qui va être beaucoup plus cinématographique, qui va être beaucoup plus basée sur la construction d'histoire. Le catch, il va, malheureusement, j'ai l'impression qu'il va un peu passer en deuxième position. Pas pour toutes les histoires, bien sûr, mais certaines. Et ça va vraiment être l'écriture qui va devenir importante. Et des rappels des semaines précédentes dans l'histoire, avec des choses peut-être un peu plus subtiles. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit qu'ils vont vouloir faire. Et on va voir ce que va donner l'évolution de l'écriture du catch dans les mois ou dans les années qui viennent, quoi, en tout cas. Mais pour revenir sur le match, Cody Rhodes l'emporte d'une bien belle manière. Je vais raconter un peu le overbooking, la séquence finale juste après. Donc on va tout de suite passer pour la dernière slide de prédiction de la soirée. Les autres prédictions, les autres paris qu'on avait fait. Donc il y a bien eu un cash-in Money in the Bank. Ouais. Donc ça te rapporte un petit point en plus. Ouais. Moi, j'avais dit qu'il n'y en aurait pas. Toi, tu avais dit que ça allait être sur la ceinture intercontinentale. Au final, c'était sur le Men's World Championship de Seth Rollins, puis de Drew McIntyre. Et ensuite, on en est arrivé à la question de quelle légende sera aux côtés de Cody Rhodes. Il y a eu 4 interventions pendant le match. Du côté de Cody Rhodes, il y a d'abord eu forcément Jey Uso. Ouais, logique. Qui a été contrecarré par Jimmy. Les deux ont fait un super spot du haut de la rampe. Ils ont atterri dans des tables en contrebas. On les a plus vus de la fin du match, mais c'était juste un joli spot. Il y a aussi eu Solo Sikoa qui forcément est intervenu aussi. Quand Solo Sikoa intervient, ça déclenche en fait l'enchaînement des interventions, puisque derrière Solo Sikoa, t'as... Attends, c'est dans quel ordre que je me trompe pas. T'as John Cena qui sort. D'accord. Une fois que John Cena sort, donc c'est potentiellement, on pourrait le considérer comme une légende, John Cena, parce que c'est plus vraiment un catcheur actif. Il y a ensuite... en réponse à ça, forcément, il y a The Rock qui sort. Ouais. En réponse à The Rock qui sort, il y a Seth Rollins du Shield qui sort. Oh, il avait mis la tenue du Shield. Il a mis la tenue et il a sorti la musique du Shield. Oh putain, le con. Alors, excellent. Par contre, le pauvre, irrespect complet pour Seth Rollins. Il arrive avec une chaise, il se fait sécher d'un Superman Punch hors caméra, enfin très cinématique, hors caméra par... The Rock ? Non, pas Superman Punch, non, c'est par Reigns. Donc en fait, Seth Rollins, il a perdu le match par équipe, il a perdu sa ceinture, et le mec, il essaie une dernière fois de se racheter et de venir aider, et il se fait sécher avant même d'avoir pu mettre le moindre des coups de chaise avec laquelle il était venu. Oh putain, c'est moche. Il s'est fait sécher d'un bout à l'autre. Seth Rollins, il s'est fait chier dessus d'un bout à l'autre de ce WrestleMania. Je pense qu'il y a un début d'histoire là-dessus. Et donc, une fois que Reigns et The Rock ont fait un peu le ménage, gong, Taker. La lumière qui passe au noir, la lumière se rallume et derrière The Rock, il y a Taker. Alors, il n'était pas en tenue de ring puisqu'il s'est arrêté. Mais il était en survêt et bonnet à le regarder avec son air méchant habituel.
Il lui a fait un gros chokeslam. The Rock, il a au moins pris le chokeslam et il l'a pas survendu. Il l'a pris. Il l'a juste vendu. Et pareil, gong, lumière qui s'éteint et Taker qui redisparaît. Reigns, au lieu qui ramasse la chaise qu'avait ramené Seth Rollins, au lieu d'utiliser sur Rhodes pour lui casser la gueule, ben non, par haine, il va vouloir casser la gueule à Rollins. Ce qu'il fait, il met un ou deux coups de chaise à Rollins, et c'est ce petit moment de battement, ce petit moment permet à Rhodes de reprendre son souffle et de finir avec un hat-trick de Crossroads et de gagner. D'accord. Attends, juste pour en revenir, excuse-moi. Ouais. À un moment, on parlait des personnes, j'ai dit Mick Foley en légende. Ouais. Mais je me souviens qu'en plus, j'avais cité un moment Taker. Je crois, ouais, tu l'avais cité. Ce qui aurait pu être bien aussi, ça aurait pu de revoir Stone Cold, mais apparemment, il n'était pas dispo ou il n'était pas là. Mais voilà, en tout cas, voilà tous les pronostics et les paris qu'on avait fait. Et donc, on finit avec les scores suivants. Moi, 9 points sur 17 possibles. Et toi, Tan, 12 sur 17. Donc, plutôt bon. Bravo. T'as fait de bien meilleures prédictions que moi. Moi, je suis dans la moyenne. Donc, j'aurais choisi au hasard. J'en serais à peu près arrivé là. Et en tout cas, pour finir... Oui. Pour finir ce podcast rapidement, ce WrestleMania 40 ne casse pas la règle des WrestleMania des dizaines qui sont des WrestleMania historiques. Ce WrestleMania-là, il est historique. Les histoires racontées et la manière dont elles sont amenées sont historiques. Et ça marque vraiment un tournant dans la manière d'opérer de la WWE. Et je pense que très rapidement, on va le considérer comme un des très grands WrestleMania. Et si vous avez l'occasion, juste pour finir, je te laisserai terminer après, pas de souci. Si vous avez l'occasion de le voir, regardez ces deux nuits, parce que c'était vraiment il y avait du bon catch, pas tout le temps, mais il y avait de très bonnes histoires. Et si vous regardez le catch pour les histoires, vous allez vous régaler. Voilà. Si tu as quelque chose à rajouter... Je te laisse le micro. Ouais, quand tu parlais que ça va être un grand moment, attends, Cody Rhodes, hein. Cody Rhodes. Mais pas que. Il y a eu tellement d'autres histoires importantes. Je suis d'accord. La Sami Zayn, la Gunther Zane, Io Sky Bailey, même LA Knight et AJ Styles, c'était une histoire bien construite. Oui, mais je parle vraiment d'un moment fort. Ah oui. Quand tu retiens un WrestleMania, alors attends, je sais plus quand. Ah oui, non, mais là, ouais, celui-là, il finit vraiment de la meilleure manière. Et toute la séquence qui se passe après, là, je vais pas en parler, je vous laisserai la voir, mais c'est une séquence émotion, hein, si vous êtes un peu impliqué dans le catch. Ça risque de vous attraper un peu quand même. Ouais, mais attends, moi je suis hyper content pour Cody Rhodes, quoi, pour tout ce qu'il a vécu, hein, par tout ce qu'il est passé et tout. Et comment ils l'ont mis en avant, comment ils l'ont raconté, et puis comment tu vois aussi, ça faisait quoi pour le titre de. Ça faisait quoi, 3 ans qu'il avait le titre, Roman Reigns, un truc comme ça, mine de rien. Ouais, un peu plus de 3 ans, ouais. C'est énorme. C'est énorme, tout à fait. Bref, je suis hyper content pour ça, pour Cody, même aussi pour l'histoire qu'a raconté le père Reigns en méchant. Voilà quoi. Franchement, ouais, pour moi, ce WrestleMania là, voilà. Je l'ai pas vu là, mais merde quoi. Tu vois, c'est juste pour les matchs qu'on a parlé, pour la liste. Vu, si tu as regardé un peu ce qui se faisait avant dans les matchs proposés et les histoires proposées, ouais, voilà quoi. Oui, il y a de quoi l'être anthologie. Ouais. Et comme dit, je suis
curieux de voir ce que va donner maintenant la, la WWE sans ce Roman Reigns en haut qui étouffe tout le monde. Et on va voir. En tout cas, j'espère que Cody va quand même pouvoir garder la ceinture un petit moment. Alors, j'attends pas un règne de 3 ans, j'attends même pas un règne d'1 an. S'il arrive à faire un règne qui dure 5-6 mois, ce sera déjà bien. Parce que je pense que, comme c'est un peu le problème de Daniel Bryan, quoi. C'est un underdog, il chassait le titre. Il avait une super histoire à chasser le titre. Maintenant, il va falloir faire des superbes histoires pour qu'il garde le titre. Et on va voir ce que ça va donner. Je pense que Cody Rhodes en heel. Ah non, non, tu le tentes pas il maintenant. Non, non. Non, mais dans le sens que après, si tu le turn heel, tu feras un turn un peu à la Roman Reigns. C'est un turn qui va arriver organiquement. Il arrivera pas, il sera pas fait autrement. Mais je trouve que à chaque fois qu'il jouait des méchants, Cody Rhodes, il était. Ouais, mais pour le moment, tu peux pas. C'est là, dans l'année qui vient, il restera face. Il y a pas le choix. Ouais. Mais bon. Mais je pense que s'il devait commencer à tourner... C'est pas pour tout de suite, Tal. C'est pas pour tout de suite. Je suis d'accord, je ne dis pas le contraire. Mais ouais, je sens qu'avec lui, tu peux écrire des choses très sympathiques. Ouais, mais maintenant, faut d'abord écrire avec ce qu'il est maintenant, dans l'état dans lequel il est maintenant. Et un Hill Rhodes, on verra ça dans 6 mois, 1 an. Mais ouais, non, pas tout de suite. Là maintenant, il y a un gros challenge d'écriture. Sur le babyface, le très gros babyface qui est justement Cody Rhodes. Et voilà. Et à part si tu as encore un point dont tu voudrais discuter, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, sauf si tu as un truc à dire. Non, vu que malheureusement que je n'ai pas vu les matchs, malheureusement. Ouais. Donc je n'ai pas vraiment grand chose à raconter, quoi. La preuve, c'est toi qui as fait tout le storytelling de la chose. Donc voilà. Donc moi la seule chose que je peux rajouter, c'est salut Bissom. Eh ben je vais finir alors. Ben tu as raison, salut Bissom. Je vous souhaite comme d'habitude maintenant de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant la prochaine vidéo qui parlera très certainement de jeux de rôle de nouveau un peu. Je vous dis à tous, peace next to all.